Donc, lors de la dernière leçon, j'avais poursuivi mon inventaire des approches du paysage en m'attachant à analyser celles qui le définissent au premier chef comme une approche des qualités secondes de l'espace, comme une manière d'être présent au monde résultant de l'interaction, de l'intersection, de l'entrecroisement entre les sollicitations des sens et les attentes diverses façonnées par les habitudes et par l'éducation. Au fond, une sorte d'habitus gouverné par la perception des lieux. J'avais en particulier développé les parallèles entre paysage visuel et paysage sonore, en notant, en conclusion, que de même que certains peintres ont eu l'ambition, en tout cas, de restituer l'expérience du regard porté sur un site plutôt que de réaliser une copie mimétique de ce site, j'avais cité en particulier Mondrian et Kandinsky, de même, certains producteurs de paysages sonores travaillent sur l'expérience de l'écoute plutôt que sur la restitution d'un environnement particulier de façon mimétique, une ambition qui fait écho sur un autre plan à l'entreprise qui consiste à produire des paysages in situ entièrement nouveaux et dont je vais parler dans la leçon d'aujourd'hui qui va être essentiellement consacrée à l'activité paysagiste. Alors cette approche du paysage, c'est celle qui en fait une manière d'agir sur le monde afin qu'il soit plus habitable, un projet de métamorphose du cadre de la vie humaine afin qu'elle se déroule ou s'accomplisse avec une plus grande plénitude. De fait, c'est une préoccupation assez récente, même si l'on peut voir dans l'usage des jardins d'ornement en Extrême-Orient, en Inde, au Moyen-Orient, en Europe, l'une de ces préfigurations. Car le paysage des paysagistes, le paysage comme projet d'aménagement de l'espace public et embellissement de la nature, c'est le produit contemporain d'une évolution de l'art des jardins, en particulier du landscape park anglais, qui se développe à partir du XVIIIe siècle, avant de se répandre depuis l'Angleterre jusqu'au reste de l'Europe. Alors, il existe une vaste littérature sur la question. Je retiens tout particulièrement dans cette littérature les ouvrages de John Dixon Hunt, H-U-N-T, notamment deux de ses livres qui sont The Figure in the Landscape de 1976 et The Pastoral Landscape de 1992, qui sont deux livres centraux sur le paysagisme anglais, à quoi il faut ajouter un livre très intéressant qui est The Genius of the Place de 1975, qui est un précieux recueil de textes écrits par des contemporains et par les acteurs de cette révolution paysagère en Angleterre au XVIIIe siècle. Donc c'est une histoire qui est bien connue, il y a de nombreux livres sur la question en dehors de ceux que je viens de citer. Je me contenterai d'en rappeler brièvement quelques étapes charnières. Donc on sait que les parcs paysagers se développent en Angleterre en réaction aux jardins à la française, perçus comme trop formels, trop symétriques, trop artificiels. Mais ils sont néanmoins, ces jardins ou ces parcs, in fine, inspirés par le goût français, en l'occurrence inspirés par les paysages italianisants parsemés de ruines antiques d'un Lorrain ou d'un Poussin, dont j'ai déjà dit précédemment l'extraordinaire engouement avec lequel ils avaient été accueillis par l'élite aristocratique anglaise au XVIIIe siècle. Les deux pionniers de ce style du jardin paysager sont William Kent et Charles Bridgman, qui ont souvent collaboré car leurs talents étaient complémentaires. Kent était peintre et architecte,
tandis que Bridgman était un jardinier expérimenté, lui-même fils de jardinier, et un excellent botaniste. Mais l'inspiration principale venait de Kent. Et Kent a longtemps vécu en Italie, une dizaine d'années, et il a ramené d'Italie un grand nombre de dessins d'architecture antique et de dessins de paysages, en même temps qu'il ramenait une passion pour l'architecture de Palladio qu'il avait pu observer dans la campagne vénitienne, style dans lequel il bâtissait les manoirs et les châteaux de ses riches clients. C'est par son intermédiaire que l'architecture palladienne ce qu'on appelle l'architecture palladienne, s'est développée en Angleterre. La réalisation la plus célèbre de Kent, c'est Stowe, S-T-O-W-E, dans le Buckinghamshire, dont le parc avait été réalisé auparavant par Bridgman, mais que Kent a profondément modifié, parce que non seulement il a parsemé de bâtiments à la mode antique directement inspirés du Lorrain, mais il s'est aussi attaché à souligner le relief naturel de façon à créer comme une succession de tableaux que l'on pouvait apercevoir, contempler depuis des points d'observation ménagés à cet effet. Donc voilà, par exemple, le temple des vertus antiques dans le parc de Stowe et l'inspiration directe de cette réalisation. Le parc de Stowe acquiert une extraordinaire réputation. Il attire des visiteurs de toute l'Europe, dont Jean-Jacques Rousseau et René-Louis de Girardin, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce qu'à l'évidence, il leur a fourni, sinon l'inspiration directe, en tout cas un élément de matière à réflexion pour le parc d'Ermenonville. Et un autre parc qui a aussi attiré beaucoup de visiteurs et qui a beaucoup marqué les contemporains, c'est le parc de Storehead dans le Wiltshire, qui a été conçu cette fois-ci par son propriétaire. Ce n'était pas un jardinier ou un paysagiste, mais c'était un banquier, Henry Hoare II. Et c'est une compie alors absolument conforme des tableaux de Lorrain, d'autant qu'il est composé de scènes qui évoquent le voyage d'Énée dans l'Énéide de Virgile. Donc vous voyez ici une vue du lac, et tout à fait dans le fond on discerne le Panthéon. On en a ici une autre image, et évidemment elle est issue d'un paysage de Lorrain, Énée à Délos. Un autre grand paysagiste de l'époque, c'est Lancelot Capability, son surnom, Brown. C'est sans doute le plus réputé, le plus fameux des artisans du landscape gardening au XVIIIe siècle en Angleterre. C'est en tout cas le plus prolifique parce qu'il a réalisé près de 170 jardins. Et Brown va recueillir l'héritage de Bridgman et de Kent, sous la direction desquels il se forme à Stowe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplifier les formes que ses prédécesseurs avaient données à ce jardin, notamment en éliminant tous les éléments formels à proximité du château, de façon à ce que ce château paraisse comme surgi du paysage et non le paysage comme une sorte de prolongement artificiel de l'édifice, embelli par des parterres, etc. Et pourtant, cet édifice, il est à Stowe particulièrement imposant. On n'en voit qu'une partie, mais imaginez qu'il se développe de l'autre côté derrière l'arbre comme ça, et vu d'une certaine distance, au fond, toute la transition jardinière qui habituellement se situe devant ou derrière ces édifices a disparu, de sorte que le château paraît comme une sorte d'affleurement rocheux sortant du paysage. Encore plus que chez Kent et chez Bridgman, donc l'idée est ici de tirer parti du relief pour en accentuer les caractéristiques.
les composantes essentielles du jardin ne sont plus des parterres de fleurs, des allées, des haies, des alignements d'arbres, mais des collines avec des pentes douces, des prairies, des lacs, des rivières, lacs et rivières en général artificielles, des bosquets d'arbres, des arrière-plans boisés. Bref, un paysage agricole de l'Europe tempérée, mais épurée et idéalisée pour ressembler à un tableau. Quelques années plus tard, René-Louis Girardin, que j'évoquais il y a un instant, va acclimater en France le landscape gardening avec le parc d'Ermenonville, mais il va aussi, et peut-être surtout, porter la réflexion sur le paysage beaucoup plus loin avec un opuscule qu'il écrit en 1777 et qui s'intitule « De la composition des paysages ou des moyens d'embellir la nature autour des habitations en joignant l'agréable à l'utile ». C'est un ouvrage qui a été réédité il n'y a pas longtemps, en 1992, avec une très belle postface de Michel Conant, qui est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire des jardins en France. Girardin, dans ce volume, distingue nettement entre le pays et le paysage. C'est une opposition qui a été beaucoup exploitée par la suite, j'y reviendrai, notamment par Alain Roger dans son livre Le court traité du paysage. Mais pour le moment, je souhaite qu'on en reste à Girardin. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit, je le cite, « Le long des grands chemins, donc quand on les arpente pour le promeneur, et même dans les tableaux des artistes médiocres, on ne voit que du pays. Mais un paysage, une scène poétique, est une situation choisie ou créée par le goût et le sentiment. » Alors, il y a effectivement une distinction ici, nette, entre le pays, disons des observateurs inattentifs et des artistes médiocres, et le paysage des artistes de talent et de ceux qui ont l'œil averti. Mais le contraste, au fond, qui compte par-dessus tout, pour Girardin, n'est pas tant celui-là. Le contraste entre le jardin, le pays, et le paysage, mais le contraste qui compte pour lui, c'est celui qui sépare d'un côté le jardin, qui est tout entier marqué par l'artifice, et c'est à le nôtre qu'il pense lorsqu'il pense jardin, et le nôtre dont il écrit, qui acheva de massacrer la nature en assujettissant tout au compas de l'architecte, donc c'est l'ennemi, et de l'autre côté, le paysage qui est respect du naturel. Alors sans doute, les paysages fabriqués par Girardin ou par Capability Brown sont tout autant le produit de l'artifice que le potager de Villandry. Mais c'est un artifice d'un genre un peu particulier qui se veut tempéré par l'observation de la nature et par la sélection de ce qui, dans la nature, est le plus plaisant à l'œil. Je cite encore Girardin, « Mais il est une nature vierge et primitive, dont les effets sont beaux et intacts. C'est celle-là qu'il vous faut principalement vous attacher à connaître et à imiter. » Il s'adresse au créateur potentiel de jardin. « Ce sont ces endroits épars que le peintre irait chercher au loin pour en tirer des tableaux intéressants. En un mot, c'est la nature choisie que vous devez tâcher d'introduire et de disposer dans toutes vos compositions. » Cette observation attentive de la nature, qui doit être au fondement pour Girardin de la composition par le jardinier des beaux paysages, est elle-même donc guidée par les canons picturaux, sans être toutefois, c'est ça qui est intéressant chez Girardin par rapport à ceux qui l'ont précédé, sans être toutefois une transposition immédiate. Sans doute, Girardin trouve-t-il absurde d'imiter servilement dans un parc un tableau
du Lorrain. Et l'inclination vers le naturel qu'il revendique et la capacité à obtenir des effets pittoresques qui en résultent sont tributaires du goût formé dans, et je le cite, dans le choix des formes les plus agréables, dans l'élégance des contours, dans la dégradation de la perspective, dans la belle harmonie des couleurs. Bref, tout cela est le produit de l'éducation de l'œil par la peinture de paysage. Donc il ne s'agit pas tant pour Girardin de transposer la peinture dans le paysage, de recomposer la nature selon un idéal pictural, que d'être plutôt attentif aux équilibres naturels et aux plans d'ensemble, tels que l'observation des grands peintres de paysage enseigne à les discerner. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, c'est une imitation, dans l'autre, c'est une sorte de propédeutique du regard. Cette position subtile va imprimer sa marque de façon décisive sur le paysagisme et on en trouve des traces jusqu'à présent. Pour le XIXe siècle, je n'en donnerai qu'une illustration qui est d'ailleurs de nature plutôt tout à fait littéraire. Il y a deux histoires de Poe, Edgar Allan Poe, dont l'une s'appelle Le domaine d'Arnhem et l'autre le cottage de Landor. Vous avez peut-être à la mémoire, elles ont à peu près le même sujet. Dans la première, dans le domaine d'Arnhem, un jeune héritier d'une immense fortune décide de la consacrer entièrement à paysager minutieusement un domaine de la taille d'une province, on est un county, on est en Angleterre, de façon à ce que ce domaine, cette province, ce county, ressemble à une succession de scènes telles que pourrait les peindre un grand peintre de paysage. Donc c'est la nature redessinée, entretenue par une armée de jardiniers invisibles, car il faut une force de travail considérable, évidemment, pour fabriquer et entretenir ce paysage, mais une nature ébarbée de toutes ses imperfections et de ses aspérités, élevée à la hauteur d'un artifice. L'histoire suit le cours de la visite que quelqu'un rend à ce domaine, qui s'embarque dans un canot, qui suit ce canot le cours d'une rivière qui a été aménagée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effort à faire, puisque le courant est suffisant sans être trop torrentueux pour faire avancer le canot sans avoir à ramer. Les méandres ont été redessinés de façon à ce qu'il n'y ait pas de virage abrupt, et on arrive finalement non pas à un château, mais à un cottage tout à fait rustique. Mais évidemment, tout dans ce spectacle que décrit le visiteur est admirable, parce qu'il n'y a aucune des imperfections que l'on observe ordinairement lorsqu'on se promène dans la nature. La deuxième histoire décrit, donc le cottage de Landor, décrit un paysage plus intimiste. C'est une vallée secrète de l'État de New York qu'un jeune couple a aménagé dans ses moindres détails afin qu'elle donne l'illusion d'un tableau, et peut-être de l'un de ces tableaux que les peintres de la rivière Hudson commençaient à la même époque à propager le goût en Nouvelle-Angleterre, peintres et écoles que j'ai évoquées lors de la première leçon. Alors, dans ces deux histoires, Poe nous introduit, un peu comme par effraction, dans l'univers mystérieux qu'une toile dépeint. Dans les deux cas aussi, on reconnaît sans peine les principes d'une esthétique romantique dont Baudelaire, qui a été l'inventeur de Poe, s'était fait l'avocat zélé. Cette esthétique romantique inverse les termes
de l'ancienne prescription. C'est non pas l'art qui a pour mission d'imiter la nature, mais au contraire la nature qui a pour mission d'imiter l'art. Alors, les sources d'une telle démarche sont bien présentes, déjà, d'une certaine façon, en filigrane peut-être, dans le landscape gardening du XVIIIe siècle, mais elles prennent chez Poe le tour beaucoup plus sauvage que le siècle suivant affectionne et qui conduit à tenter de reproduire in situ les montagnes, les lacs ou les cascades en les débarrassant des inévitables dissonances de couleurs, de formes et de composition qu'elles comportent à l'ordinaire. Bref, des paysages fabriqués à grands frais par les héros de ces histoires de Poe, des paysages qui sont des réminiscences de tableaux imaginés. Et si l'on peut dire évidemment qu'ils sont deux qui sont pittoresques, c'est que ces scènes saisies sur le vif ont l'air d'une peinture. D'ailleurs, j'ai trouvé un tableau qui est peut-être une illustration de l'une de ces histoires. Ces deux textes sont en 1849, et il y a un tableau de Frederick Church, dont j'ai évoqué le nom lors de la première leçon à propos de ses peintures de l'Amérique du Sud, qui est daté de 1854, et qui est peut-être... non, c'est pas celui-là. Voilà. Qui est peut-être... Oui, c'est l'esthétique, déjà, c'est le début de l'esthétique romantique pour le parc d'Ermenonville, qui est celui-là, donc, qui s'appelle Country Home, qui n'est pas une très bonne peinture à mon sens, mais où on voit, en somme, cette idée le country home, c'est le petit cottage qui est là, au bord du lac, avec un couple sur un bateau devant. Et peut-être même d'ailleurs ce tableau de Church a été influencé non seulement par la lecture de Poe, mais aussi par la lecture du livre de Thoreau, Walden, qui paraît la même année. Walden, comme vous le savez, retrace le séjour de Thoreau près de l'étang de Walden, près de Boston, pas très loin, enfin dans la sauvagerie, mais si certains d'entre vous connaissent cet étang, il est tout près d'une petite ville, et Thoreau avait la faculté de rentrer chez lui, chez sa maman, le soir s'il le souhaitait. Donc c'est une sauvagerie très tempérée. Donc l'esthétique littéraire et l'esthétique picturale se répondent ici étroitement dans le projet paysagiste. Alors les paysagistes contemporains ont retenu certains éléments de la leçon de Girardin. Le paysage n'est pas un espace neutre que l'on peut façonner à sa guise afin qu'il ressemble à un tableau. C'est un ensemble complexe de facteurs physiques et historiques avec lesquels il faut composer afin de transformer un site sans lui être infidèle. Donc l'observation attentive du lieu est impérative, de même que l'éducation du regard aussi, pour y déceler dans ce site des lignes de force, la dynamique des formes, les modes de liaison entre les éléments, toutes choses sur lesquelles Girardin insiste dans son opuscule. Mais ce n'est plus l'œil du peintre qui désormais éduque dans la perception de ce palimpseste où sont déposés des signes naturels et culturels enchevêtrés, puisque, par contraste, avec l'époque où Girardin souhaitait suivre, selon ses propres termes, le modèle d'une nature vierge et primitive, on sait bien à présent qu'une telle fiction n'existe pas. Donc c'est l'œil du géographe qui s'est en partie substitué à l'œil du peintre, habitué qu'il est à lire les paysages anthropisés et à les articuler les uns aux autres à différentes échelles.
la fidélité à certaines empreintes du passé, la volonté affirmée, après la mégalomanie de l'urbanisme moderniste, de ne pas imposer des tracés conceptuels issus de la seule table à dessin, l'ambition de rendre visibles des formes, des masses, des lignes dont les équilibres avaient été brouillés par une occupation hâtive et désordonnée de l'espace, notamment de l'espace périurbain. Tout cela signale les ambitions du projet paysagiste contemporain. Je citerai ici l'un des théoriciens influents du paysage qui enseigne à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, Sébastien Marot, et qui résume ainsi cette position. Je le cite, « Le discours paysagiste fait de l'exploration, de la reconnaissance, bref, de la lecture du site, le préalable d'une stratégie de ménagement visant à le rendre lisible, le site, c'est-à-dire à manifester et à articuler les données physiques et culturelles, géographiques et historiques qui prennent ou ont pris part à sa conformation particulière. Ce qui est en jeu dans cette inversion des priorités, c'est la reconquête d'un paysage. La plupart des projets paysagers, ajoute-t-il, dans les tissus brouillés et déstructurés, quelle que soit leur échelle et leur programme, marquent l'ambition non pas tant de s'intégrer que plus radicalement de manifester le site. On sent là quelque chose de l'inspiration de Girardin, en effet. Une autre dimension du paysagisme contemporain qui tranche alors assez nettement sur le paysagisme à la Girardin ou sur l'inspiration des paysages que Pau met en scène, c'est l'intervention évidemment d'un beaucoup plus grand nombre d'acteurs dans la définition de ce qui est acceptable comme paysage. Le concepteur démiurge et son commanditaire, typique du XVIIIe siècle anglais, ça change un peu au XIXe siècle quand le landscape gardening se répand ailleurs en Europe et notamment dans l'espace public et donc est amené à être partagé par un beaucoup plus grand nombre de gens. Mais ces deux figures du concepteur démiurge et du commanditaire ne sont plus maintenant évidemment les seuls à faire valoir leur choix sur des sites dont la jouissance n'est plus réservée à quelques happy few. Comment faire pour qu'un paysage soit lisible et apprécié par tous les publics, y compris par ceux qui n'ont pas reçu en la matière une éducation du regard parce qu'ils n'ont pas acquis les schèmes paysagers des élites cultivées, forgées dans la fréquentation des musées, dans la fréquentation des ruines, dans la fréquentation des sites sublimes. Ce n'est pas un problème au XVIIIe siècle. Tous les gens qui visitaient ces parcs que nous avons vus connaissaient la peinture du Lorrain. À quel imaginaire collectif, donc, faut-il rattacher un projet paysager pour que tous soient en mesure de s'y reconnaître? Alors, il y a de multiples façons de procéder, mais l'une de celles qui m'a paru la plus originale est celle que Gilles Clément a mise en œuvre à Lille avec le parc Matisse. Alors, j'en dirai ici que quelques mots, car Gilles Clément lui-même a eu l'occasion d'en parler lors de ses cours dans nos murs, que vous avez peut-être pour certains d'entre vous suivi. Donc je n'évoquerai qu'un petit aspect de ce parc. Pour ceux de vous qui le connaissent, c'est un parc qui est situé en bordure de la gare de Lille TGV, pas facile à structurer étant donné sa situation. Et à l'intérieur de ce parc, Gilles Clément a créé une île artificielle, une île surélevée, qui est posée
au milieu d'une pelouse et qui est un peu en miniature comme l'Inselberg du monde perdu de Conan Doyle. Elle s'appelle l'île d'Herborance. Son nom fait référence à une forêt primaire des Alpes suisses qui a un peu la même situation, c'est-à-dire qu'elle est entourée de parois abruptes qui rendent son accès difficile. Et c'est donc une sorte de bastion ceinturé de parois abruptes de 7 mètres de haut, dont la surface plane, supérieure donc, d'environ 2500 mètres carrés, qui est à présent inaccessible, en tout cas pour le public, fut initialement plantée d'arbres, d'arbustes, de plantes couvre-sol, de la flore européenne. Et cette formation végétale n'est pas entretenue, à la différence du cottage de Landor ou du domaine d'Arnhem qu'on évoquait à l'instant, de sorte que elle se diversifie naturellement sous l'effet des graines qui sont apportées par les vents, les oiseaux, etc. Voilà une image de l'île d'Herborance, qui évidemment ressort d'autant plus qu'elle elle surgit du boulingrin, donc de cette grande pelouse fauchée, dans un environnement qui est plutôt, en tout cas végétalement, horizontal. Cette construction, cette élaboration, l'île d'Herborance, c'est une scénographie originale de ce que Gilles Clément a appelé le tiers-paysage. Donc c'est un des concepts centraux de l'œuvre de Clément, et ça constitue l'un de ses axes de travail. Cette notion de tiers-paysage, elle renvoie aux espaces abandonnés par l'homme dans les interstices des villes et des campagnes, les marais, les friches, les tourbières, les chablis, les bordures de routes et de voies ferrées, les landes, etc., à quoi s'ajoutent les lieux inaccessibles ou inhospitaliers et évidemment les zones mises en défense, notamment les parcs nationaux, les parcs régionaux, toutes les réserves naturelles dont le territoire des grandes nations modernes est à présent parsemé. Ces sites qui sont en très grande partie soustraits à la gestion environnementale, sont de véritables espaces d'indécision et ils constituent des lieux d'accueil privilégiés de la diversité biologique. Donc ils forment des réserves de biosphère que les aménageurs devraient intégrer dans le maillage des territoires et que les paysagistes, en tout cas c'est l'ambition de Clément, devraient inclure comme des biomes expérimentaux dans leur réalisation plus maîtrisée. Donc c'est ce que Clément a fait avec la forêt inaccessible de l'île d'Herborance. Or, ce fragment de tiers-paysage a aussi ceci de particulier qu'il est une parenthèse dans la maîtrise de l'espace, puisque la puissance publique et les opérateurs privés en sont tenus un peu à l'écart. Alors bien évidemment, ça appartient à la municipalité de Lille, mais au fond, personne n'a prise sur cet espace et il est, bien que physiquement inaccessible, un site que, au fond, n'importe qui peut investir dans l'imaginaire, que n'importe qui peut faire sien, j'allais dire comme une sorte de jardin secret, ce n'est pas un jardin secret, comme une friche secrète parcourue en rêve. Et c'est ici que le modèle pictural revient, mais complètement détourné de ses significations anciennes. Gilles Clément rappelle
dans un de ses livres, que le tiers-paysage, c'est un espace de réserve. Et il rappelle aussi qu'en peinture, la réserve, c'est la portion du tableau qui est non peinte. Or, tant dans l'art contemporain, dans la peinture contemporaine, où la surface non peinte joue souvent le rôle d'une amorce, d'un appel en direction du spectateur, que dans la peinture traditionnelle de paysage en Chine, dans le Shangshui, où la surface non peinte joue le rôle d'un, et elle est très développée, comme vous le savez, dans les rouleaux de paysage, où elle joue le rôle d'un vide interstitiel qui permet d'une certaine façon la communication entre macrocosme et microcosme. J'en avais parlé dans un cours il y a quelques années déjà. La réserve, donc le blanc, le vide, dans la peinture comme dans la friche, sont des espaces vierges laissés au spectateur pour qu'il s'empare de l'œuvre et, d'une certaine façon, la parachève à sa manière en comblant les vides qu'il perçoit dans l'œuvre. Alors, on peut dire d'ailleurs que c'est une opération, quand j'évoquais la définition que Lévi-Strauss donne de l'œuvre d'art comme modèle réduit dans le séminaire il y a quelques semaines, je soulignais que c'était l'une des dimensions sur lesquelles Lévi-Strauss insistait, c'est-à-dire le fait que c'est un modèle réduit qu'on a tout entier sous les yeux et on peut, par la pensée, le refaire de façon différente, beaucoup plus facilement que quelque chose qui est en grandeur nature. Et si on a en plus un petit talent artistique, on peut trouver même les manières de le reproduire d'une façon différente. Le blanc, la friche, joue aussi ce rôle, c'est-à-dire qu'elle invite à compléter, à parachever, à donner une dimension définitive à l'œuvre. Comme le suggère Sonia Keravel, qui a écrit une étude sur la participation du public au projet de paysage, qui enseigne à l'école du paysage à Versailles, l'île d'Herborance serait ainsi, je la cite, un appel lancé aux visiteurs, un appel à se projeter, à imaginer, à compléter le projet. Bref, un appel à s'approprier un site inaccessible beaucoup mieux, beaucoup plus complètement que s'il avait été aménagé pour son seul loisir du spectateur et pour son seul divertissement. En conclusion, comment définir le paysage des jardiniers paysagistes, qui est un type d'œuvre qui est passé au cours des 3 derniers siècles de l'imitation de l'art des peintres à l'imitation de la nature telle que les peintres savent la voir, et de celle-ci à un projet de rendre un site mieux visible en révélant ce qui fait sa pertinence pour une grande variété de spectateurs. Dans son livre sur le paysage, Le goût du monde, Jean-Marc Besse définit l'action du paysagiste comme double. Il décrit, dit-il, et il invente. Autrement dit, il fait l'inventaire de ce qui est déjà là, d'où la nécessité de l'œil du géographe plutôt que du peintre, et à partir de l'existant, il révèle quelque chose de latent, et c'est là, au fond, que la dimension poétique ou la fonction poétique de l'artiste se manifeste. Bref, il s'agit, je cite Besse, de créer quelque chose qui est déjà là, d'élaborer ce qui est déjà présent et qu'on ne voit pas. Et de là vient le paradoxe du projet paysagiste que Besse décrit fort bien, je le cite toujours. Il invente, le paysagiste, un territoire en le représentant et en le décrivant. Mais cette invention est d'une nature singulière, car ce qui est inventé est en même temps déjà présent dans le territoire,
mais comme non vu et non su jusqu'alors. L'intention, poursuit-il, révèle ce qui était déjà là, elle dévoile et dégage par là même un nouveau plan de réalité. Mais cette réalité, on ne l'aurait pas vue si on ne l'avait pas dessinée et pensée. Donc c'est cette interaction entre l'observation et l'imagination qui est ici mise en avant. Si je traduis cela dans mes propres termes, le paysage des paysagistes, au fond, c'est l'actualisation des structures formelles d'un site par un regard expert et leur traduction ostensible dans une œuvre, parce que c'est considéré comme une œuvre, qui a pour ambition de séduire ceux qui l'observent et la parcourent en sollicitant leur sens et leur imagination. On voit que la définition recouvre presque exactement celle de la peinture de paysage, ce qui ne devrait guère surprendre au vu des rapports complexes et fluctuants, comme on l'a vu brièvement, que l'art des jardiniers et l'art des peintres n'ont cessé d'entretenir en Europe depuis un peu plus de 3 siècles. Avec ces considérations sur le projet paysagiste, s'achève le bref inventaire que j'avais engagé des multiples façons d'aborder le paysage. Et évidemment, il s'agit maintenant de faire un tri entre ces diverses approches et acceptions, non pas, bien sûr, pour décréter une définition légitime du paysage, ce qui serait absurde puisque toutes le sont à l'intérieur de leur propre univers de référence, mais pour aboutir à une conceptualisation de cette notion qui soit, disons, anthropologiquement productive. Qu'est-ce qu'il faut entendre par anthropologiquement productive? Il faut entendre une notion qui renvoie à des pratiques sociales suffisamment répandues à différentes époques de l'histoire et dans différentes régions de la planète pour permettre de penser qu'elle s'appuie sur des dispositions communes et des intentions aussi communes à une partie de l'humanité. Autrement dit, peut-on laver le paysage du péché d'ethnocentrisme sans le diluer pour autant dans une vague approche subjective de l'espace qui n'aurait ni expression spécifique, ni traduction matérielle. Et au fond, c'est le grand défi que pose la question du paysage. Alors, je vais commencer par exclure. Je le fais pour cette première exclusion avec un peu de tristesse, parce que je vais exclure une approche du paysage que j'aime beaucoup. Il me semble que de toutes les approches du paysage, celle qui semble la plus particularisée, et donc la moins anthropologiquement productive, c'est celle qui l'envisage comme un territoire façonné par l'action humaine, ou de façon, si vous voulez, plus restrictive, comme un substrat biophysique sur lequel se dépose en couches successives l'histoire de sociétés singulières. Le paysage, au fond, ici, c'est une étiquette descriptive pour désigner un objet d'étude idéal, défini par défaut, et que la notion d'environnement, à vrai dire, guère plus convaincante, tend peu à peu à remplacer. Car lorsque un géographe parle d'un paysage de savane ou d'un paysage méditerranéen, lorsque un historien retrace l'évolution du paysage bocagé de l'ouest de la France sous l'effet des transformations techniques, des mutations du régime foncier, etc. Lorsque un archéologue déclare étudier la formation des paysages dans les cités mayas de l'âge classique, il ne parle pas du tout des paysages. Il parle au choix d'écosystèmes, d'organisation urbaine, d'environnement, d'aménagement de l'espace. Et il traite ce qu'ils appellent le paysage
comme une sorte de donnée initiale, comme un système de traits physiques repérables par des analyses positives, directes ou indirectes, ça dépend si on est un géographe ou un archéologue, donc comme un ensemble de formes plus ou moins affectées par la présence et par le travail humain. Il ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont cet environnement est perçu et rendu signifiant par ceux qui l'occupent ou par ceux qui l'ont façonné, moins d'ailleurs par une indifférence de principe que du fait, soit pour les archéologues, de la pauvreté des informations dont ils disposent sur ce thème et qui ne peuvent être qu'inférées à partir de la disposition des vestiges, soit pour les géographes, de l'échelle d'analyse adoptée, laquelle rend difficile l'enquête qualitative fine qu'une telle démarche exige, obstacle qui conduit la plupart du temps à négliger la recommandation que faisait ce grand géographe qui était Pierre Gouroux, de ne pas étudier seulement le milieu écologique, mais aussi l'idée que les hommes s'en font. Il le faisait dans la leçon inaugurale qu'il a donnée dans cette maison il y a quelques années, et c'était le dernier grand géographe de cette maison d'ailleurs, géographe en général. La géographie ne s'est plus enseignée ici depuis. J'avais montré les difficultés d'une telle démarche dans une leçon précédente en invoquant le recyclage par Georges Bertrand de l'écologie des paysages soviétiques, elle-même inspirée par la Landschaftsökologie du biogéographe Karl Troll. Les trois dimensions du territoire que Georges Bertrand définit, vous vous souvenez, c'est le territoire source ou substrat biophysique en partie anthropisé et étudié comme un géosystème. Le territoire ressource envisagé du point de vue de sa mise en valeur économique au cours du temps et le territoire ressourcement étudié du point de vue de sa dimension paysagère, c'est-à-dire du point de vue des interprétations esthétiques, symboliques auxquelles il se prête. Ces trois dimensions sont étudiées séparément par des sciences qui ne communiquent pas beaucoup entre elles, de sorte que la lecture d'un paysage dans cette perspective, elle devient un empilement de micro-analyses superposées qui ressemble fort à l'ancien millefeuille marxiste de l'infrastructure et de la superstructure, dont la couche supérieure, le glaçage symbolique du paysage, est rarement de ce fait étudié de façon satisfaisante. J'en donnerai une brève illustration, non pas avec des géographes, mais avec des anthropologues. Et des anthropologues qui ont une excellente culture géographique et dont j'apprécie par ailleurs particulièrement les travaux, je les tiens en très haute estime pour montrer les difficultés que ce type d'approche suscite. Il s'agit de deux anthropologues anglais qui ont écrit un livre très important qui s'appelle Misreading the African Landscape, c'est une mauvaise lecture du paysage africain, qui sont James Fairhead et Melissa Leach. Fairhead, c'est F-A-I-R-H-E-A-D, et Leach, c'est L-E-A-C-H, publié en 1996. C'est un livre tout à fait pionnier dans lequel Fairhead et Leach montrent les erreurs d'interprétation, misreading, qui ont longtemps caractérisé l'approche de la déforestation en Afrique. Alors, ils sont particulièrement attachés à une zone de Guinée dans la préfecture de Kissidougou, qui est caractérisée par une végétation de savane, parsemée çà et là d'îlots forestiers, très généralement autour des villages. Les géographes et les forestiers français de la période coloniale, comme leurs successeurs guinéens, ont interprété ces zones boisées
comme des forêts résiduelles, comme des reliques d'une forêt ancienne, maintenant disparue, du fait d'une destruction inconsidérée du couvert forestier par des populations locales imprévoyantes et qui avaient des pratiques, des façons culturelles inadaptées. Or, grâce à l'analyse des sources historiques et grâce à l'étude minutieuse des techniques et des savoirs écologiques, Fairhead et Leach sont parvenus à établir de façon incontrovertible que les îlots forestiers actuels, loin d'être des restes d'une forêt disparue qui aurait été saccagée en quelque sorte par des populations locales imprévoyantes et peu compétentes, ces îlots forestiers sont au contraire des forêts anthropiques qui ont été plantées et entretenues par les villageois, de sorte que, contrairement à la croyance commune, la croissance démographique, et on entend ça tous les jours à la télévision, et donc le surcroît de main-d'œuvre que la croissance démographique procure, a ici engendré une densité supérieure de forêts et non pas l'inverse. Donc au lieu de la déforestation liée quasi automatiquement à un surpâturage, à une exploitation inconsidérée des ressources naturelles, etc., c'est au contraire parce qu'il y a plus de monde, qu'il y a plus de main-d'œuvre pour pouvoir faire plus de forêts. Donc ça va à l'inverse des clichés habituels sur la question en particulier de l'extension de la zone sahélienne. Un géographe français, Christian Seignobos, avait déjà montré dans les années 70 que certaines formations végétales dans la zone du nord du Cameroun étaient aussi d'origine anthropique, mais le livre de Fairhead et Leach est le premier qui est intégralement consacré à ce sujet. Il faut noter en passant que ce travail, comme d'autres de même nature, d'écologie historique, disons, qui commencent à être menés un peu partout dans la zone intertropicale, ont des conséquences considérables dans les politiques de développement qui sont dirigées vers les pays du Sud, puisque en Guinée, par exemple, et dans cette région en particulier, une aide financière considérable a été consacrée à ce qui était défini comme la réhabilitation d'un paysage forestier dégradé par des populations locales, alors que ces travaux d'écologie historique montrent, au contraire, que ce qui était perçu comme un paysage anthropisé et dégradé, à savoir la savane, était en réalité un paysage naturel, la savane n'ayant pas été le produit de l'action humaine, mais étant un équilibre climatique obtenu au fil des siècles, tandis que le paysage perçu par les ingénieurs forestiers comme naturel, à savoir les blocs de forêt autour des villages, était en réalité anthropique. Alors, ça, voilà un bon exemple. Hein. C'est une photo aérienne de 1952, et quand on voit le même village, le miracle de Google Earth, que j'ai retrouvé à présent, on voit que la différence n'est pas très grande. 60 ans après. Comme le soulignent justement Fairhead et Leach, cela remet en question les conceptions traditionnelles du paysage en géographie et en écologie, en particulier la dépendance excessive de cette notion vis-à-vis d'une coupure radicale entre réalité naturelle et réalité culturelle, qui, d'une part, évidemment, est complètement arbitraire lorsque l'on songe à la complexité, à l'intrication des interactions synécologiques entre les populations humaines et leur environnement, et qui, d'autre part, n'a aucun sens pour les populations qui ont elles-mêmes façonné ces environnements et qui ne reconnaissent pas dans ces environnements une séparation
tranché entre ce qui relèverait des régularités naturelles et des effets de l'artifice. En revanche, ça faisait partie de l'équipement mental des ingénieurs des eaux et forêts français qui sont venus, suite à la colonisation, évaluer et tenter de réparer ces paysages perçus comme dégradés. Donc distinguer le paysage naturel du paysage anthropique, ainsi qu'on l'a fait en Guinée depuis la fin du XIXe siècle, ainsi que l'ont fait les administrateurs coloniaux, les ingénieurs forestiers, leurs successeurs guinéens, qu'ils ont formés et qui véhiculent de ce fait les mêmes préjugés, et enfin les agents actuels des organismes internationaux de développement ne reflètent donc aucunement la réalité de la dynamique des formations végétales. Pire, une telle dissociation entre paysage naturel et paysage anthropique, le second étant vu comme une sorte de version dégradée du premier, ne peut que contribuer à entretenir des stéréotypes sur l'imprévoyance et l'ignorance de populations qui ont pourtant façonné de leurs mains les écosystèmes forestiers complexes que l'on observe aujourd'hui. Donc les conclusions du livre de Fairhead et Leach sont d'autant plus intéressantes que les auteurs s'étaient engagés dans les recherches de terrain avec l'ambition tout à fait classique d'étudier les facteurs sociaux et culturels de ce qu'ils percevaient comme un processus de déforestation, de savanisation, et que le renversement de position est donc le produit des recherches historiques, ethnographiques qu'ils ont menées et non d'une hypothèse initiale qu'ils avaient souhaité vérifier sur le terrain. Et pourtant, en dépit de la salutaire leçon de clairvoyance et de probité scientifique qu'ils donnent, Fairhead et Leach continuent tout au long du livre à employer la notion de paysage au sens géographique comme si elle n'était pas problématique. Or, ils se servent de cette notion dans deux sens différents et qui sont à l'évidence incompatibles. Un sens critique, disons, vis-à-vis des sciences écologiques. Par exemple, je les cite, « Les forêts de la région de Kissidougou sont considérées par les écologues comme des îlots survivants d'une nature plus originelle mais menacée, comme l'héritage d'une végétation naturelle climatique subsistant dans un paysage par ailleurs dégradé, dans lequel, au fond, la notion de paysage, dans ce sens-là, renvoie à un faciès écologique, pour employer la terminologie de circonstance, dont l'équilibre est menacé par l'action humaine. Et puis ils emploient la notion de paysage dans un sens positif, dans lequel le paysage est envisagé selon une approche, disons, constructiviste, de type vidalien, si vous voulez, et je les cite, « Notre programme de recherche s'est donc élargi, non seulement afin d'aborder ce qui pourrait être dit de la fabrication de ce paysage, ce que ses habitants avaient à en dire, mais aussi pour considérer d'un point de vue critique ce que les scientifiques et les responsables des politiques publiques en disaient et les contextes sociaux qui avaient suscité ces perspectives divergentes, sens donc critique dans lequel le paysage ne peut être qu'un environnement socialement façonné. Or, ces deux sens divergents du paysage, le paysage comme une unité d'analyse écologique, idéalement climatique, et le paysage comme un environnement anthropisé, ces deux sens ne sont confrontés l'un à l'autre par les deux auteurs que pour montrer l'inadéquation du premier à rendre compte de la réalité des processus dynamiques de la formation végétale, jamais pour remettre en question l'usage de la notion de paysage dans un tel contexte. En outre, et autant il s'agit d'un travail remarquable quant à la description des systèmes techniques, des formes de gestion du couvert végétal mises en œuvre
par les villageois dans cette région de Guinée, autant les auteurs sont muets lorsqu'il s'agit d'expliciter la façon dont ces mêmes villageois perçoivent leur environnement, les valeurs contrastées qu'ils attachent à la forêt et à la savane, les éventuelles dimensions esthétiques qui leur feraient préférer un type d'écosystème plutôt qu'un autre, etc. Donc les auteurs sont des anthropologues, mais c'est le paysage des géographes qui occupe ici le devant de la scène. Or, cette conceptualisation du paysage, que l'on peut appeler géographique au sens large parce que d'autres que des géographes, on vient de le voir, y adhèrent, mais certains géographes n'y adhèrent pas non plus. Cette conceptualisation du paysage au sens large, elle possède une caractéristique qui rend son usage malaisé dans une perspective anthropologique, c'est-à-dire dans une perspective qui entend échapper aux effets de déformation ethnocentrique d'une ontologie particulière. C'est que cette conceptualisation, elle est paramétrée par une épistémologie dualiste qui sépare d'un côté des réalités biophysiques, de l'autre des valeurs culturelles. De sorte que lorsque l'on veut réintroduire le poids des secondes, des valeurs culturelles, dans l'évaluation des premières, des réalités biophysiques, comme beaucoup de géographes souhaitent le faire, la fracture initiale qui avait été posée entre nature et société rend cette opération à peu près impossible. Et la conséquence est double. D'une part, la dimension paysagère d'un site ou d'un territoire ne peut plus dès lors apparaître que comme un effet dérivé de ses caractéristiques biophysiques, une sorte d'onde idéologique qui se déploie à partir d'un socle matériel, une vision de la chose. D'autre part, l'étude de paysages dans des civilisations où une division entre substrat naturel et perception culturelle n'a guère de sens, ne peut dès lors être conçue que comme une transposition de l'étude des paysages dans les civilisations où une telle dissociation existe. C'est donc pourquoi, au cours des leçons qui vont venir, je vais, après avoir éliminé cette première approche, tenter, entre les approches qui restent, de savoir, de faire un autre tri plus fin, de façon à proposer une définition anthropologiquement acceptable du paysage.